Nous sommes avec William Tay, qui est le président du think tank Le Millénaire. Bonjour à vous, William. Bonjour. Nous sommes également avec Shannon Seban, présidente du parti Renaissance en Seine-Saint-Denis, conseillère municipale à Rosny-sous-Bois. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio. Shannon Seban, le scénario d'une motion de censure déposée par les Républicains à l'Assemblée nationale pour dénoncer le dérapage budgétaire et qui ferait tomber le gouvernement avant même les élections. Vous y croyez ou pas ? J'ai envie de vous dire, moi, quand j'entends les Républicains nous dire matin, midi et soir qu'ils souhaitent déposer une motion de censure, c'est un petit peu le coup de bluff permanent. S'ils souhaitent véritablement déposer une motion de censure, qu'ils le fassent. Que souhaitent-ils ? Dissoudre l'Assemblée nationale ? Participer au gouvernement ? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, les Républicains ne souhaitent qu'une seule chose, c'est qu'on parle d'eux. Et bien justement, sur les questions budgétaires, moi j'aimerais bien qu'on parle ce matin à votre antenne des Républicains. Qui n'a pas voté qui n'a pas voté pour la réforme des retraites ? Les Républicains. Qui n'a pas voté contre la fin du bouclier tarifaire ? Les Républicains. Qui n'a pas voté contre la fin du bouclier tarifaire sur le gaz et l'énergie ? Les Républicains. Qui a déposé près de 1800 amendements pour 124 milliards d'euros de dépenses supplémentaires lors du dernier budget ? Les Républicains. Donc, moi, j'aime beaucoup aujourd'hui les grands discours des Républicains, mais derrière les discours de façade, qu'ils adoptent un discours de responsabilité et qu'ils se mettent véritablement au travail. Sauf qu'à l'arrivée, le budget de l'État est en grave déficit et le gouvernement est dans une situation précaire, William Tay. Oui, la question que vous posez, c'est est-ce que on doit avoir une motion de censure ? Je pense qu'on doit avoir une motion de censure parce que il faut changer clairement de cap dans la mesure où le cap qui est indiqué actuellement par le gouvernement n'est pas le bon. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Les indicateurs sur le déficit public sont dans le rouge. Les indicateurs sur la croissance économique sont dans le rouge. Les indicateurs sur le taux d'emploi sont dans le rouge dans la mesure où la France est le 3e taux de chômage de la zone euro. Les indicateurs également de dette publique sont dans le rouge. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron, en 7 ans, a inscrit à la France 1000 milliards d'euros de dette, alors qu'en 40 ans, les différents présidents ont mis 2000 milliards d'euros de dette. Il faut quand même, à partir du moment, se poser des questions et peut-être qu'il faut arrêter de gouverner par la peur et sur le rejet des autres, de la faute des autres. Dans la mesure où actuellement c'est Emmanuel Macron qui est président de la République. Et la question qu'on se pose à partir de maintenant, c'est s'il n'y a pas de motion de censure, si par cas on ne demande pas à Emmanuel Macron de changer de cap, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir changer clairement de politique dans la mesure où il peut rétablir la crédibilité des finances publiques ? Est-ce qu'il est capable de rétablir la crédibilité de la France sur les marchés financiers et rétablir la crédibilité de la France dans l'Union européenne, dans la mesure où il est incapable de faire des réformes structurelles, il n'en a pas fait une en 7 ans. Il est incapable de faire des réformes des dépenses de santé, il n'en a pas fait en 7 ans. Il n'a pas fait de réformes des dépenses sociales. La réforme de l'action publique n'a pas fonctionné. Toutes les réformes sont en pause depuis la crise de Covid et on n'est pas en capacité de pouvoir rétablir durablement la France. Et la France est actuellement l'homme malade de l'Europe. On n'est pas capable de se rétablir sous les présidents d'Emmanuel Macron. Je vois le sourire ironique de Shannon Seban qui va pas manquer de vous répondre dans un instant. D'abord, tiens, très concrètement et factuellement, qu'est-ce qui se passe si demain, les Républicains déposent une motion de censure et que, miracle politique, puisque ça n'arrive jamais normalement, cette motion est votée. C'est le gouvernement qui tombe. On va aux élections tout de suite après ? Alors non, concrètement, ce qui se passe, c'est que si par cas vous avez une motion de censure, d'abord, il faut que les Républicains soient unis parce qu'il faut 58 députés pour faire une motion de censure. Vraisemblablement, ce sera avec Lyot. Voilà. Alors, le groupe n'ira les indépendants. On arrivera sur une motion de censure qui sera votée vraisemblablement par la NUPES et par le Rassemblement national. Le gouvernement, dit Gabriel Attal, sera censuré. Il tombera, il sera obligé de déposer sa démission. Emmanuel Macron aura 2 choix, soit nommer un nouveau gouvernement, soit dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est pas la motion de censure qui conduit à une dissolution nationale, c'est la décision du président de la République qui acterait qu'il n'a pas de majorité, qui acterait une dissolution de l'Assemblée nationale. Et de nouvelles élections ne pourraient être que défavorables à la majorité que vous représentez, Shannon Seban, puisque les sondages pour les élections européennes sont pour l'instant très, très mauvais. Vous êtes presque à la moitié du score du Rassemblement national. Est-ce qu'on parle du déficit français ou des résultats des élections ou des sondages ? On parle des conséquences politiques du déficit français. Ces conséquences politiques pourraient être une dissolution et donc justement des élections qui vous seraient défavorables. Moi aujourd'hui, ce que je crois, et je crois que c'est important, parce que moi quand j'entends le discours de Monsieur Tay, très sincèrement, c'est faire preuve de cynisme et surtout de mauvaise foi. La France est sortie pour la première fois depuis 20 ans par 2 fois, à la fois en 2017 et en 2018, de la procédure pour déficit excessif. Aujourd'hui, vous le rappeliez à très juste titre, il faut pouvoir tenir un discours de vérité aux Françaises et aux Français. Oui, le déficit a atteint les 5,5% du PIB en 2023. Et ici, on n'occulte pas la réalité, c'est un fait. Mais si on regarde les chiffres et si on regarde la réalité sur le terrain, ce déficit aujourd'hui, c'est le résultat de quoi ? D'un choix qui a été extrêmement courageux et une fierté, un choix très fier du gouvernement de protéger les Français à la fois lors de la crise du Covid et lors de la crise inflationniste que nous sommes en train de vivre. Effectivement, avec une protection des ménages français, une protection des entreprises, la mise en place d'un quoi qu'il en coûte qui a permis de sauver des emplois industriels et des ménages français. Et je vous le dis en toute honnêteté, déplacez-vous en France et vous verrez aujourd'hui le résultat de cette politique-là. Maintenant,
et il y a une réalité que nous devons admettre collectivement, oui, il faut pouvoir mettre en place des mesures pour pouvoir atteindre un déficit de 3% en 2027. Un déficit qui doit baisser. Et ça, c'est une réalité. Et collectivement, nous devons assumer de mettre en place des mesures sociales sans toucher aux impôts, et ça c'est notre ligne rouge. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'augmenter les impôts des Français, mais en assumant de réformer notre modèle social, en mettant en place une réforme des retraites, en assumant de mettre en place une réforme de l'assurance. En place une nouvelle réforme des retraites, ou en tout cas en avançant dans les réformes sociales à nouveau. Mais il faut l'assumer, la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par Gabriel Attal est extrêmement vertueuse. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce n'est pas couper les vivres aux Françaises et aux Français. Ce que nous souhaitons, c'est de passer d'un état providence à un état protecteur. En réduisant la durée d'indemnisation des chômeurs, en passant de 18 à 12 mois, par exemple. Ça fait partie des pistes qui sont sur la table. Effectivement, une durée de l'indemnisation, pourquoi pas de 18 à 12 mois, avec un objectif derrière tout cela, et je vous le dis en connaissance de cause. Je suis élue à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, un département qui a malheureusement pour réputation d'avoir un des taux de chômage les plus élevés de l'Hexagone, avec 10% de la population qui est au chômage. Mais quand je vais dans des agences France Travail aujourd'hui sur le terrain, je le mesure. Nous avons besoin aujourd'hui d'accompagner les chômeurs, notamment de longue durée, vers un retour à l'emploi. Enfin, c'est pas les accompagner là, c'est leur couper les vivres pour qu'ils se dépêchent de retourner à l'emploi. Si vous leur dites en face à vos électeurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? C'est pas leur couper les vivres. Si. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est réduire cette durée d'indemnisation. Pourquoi pas de 6 mois ? Et là encore, rien n'est fixé. Je tiens à le rappeler, les négociations avec les syndicats sont en cours, avec les partenaires sociaux sont en cours, et le dialogue social sera maintenu de A à Z sur cette réforme-là. Alors, 2 choses pour vous, William T. D'abord, pour répondre à ce que disait Shannon Sebon. Est-ce que c'était une erreur d'avoir fait le quoi qu'il en coûte ou encore le bouclier tarifaire sur l'énergie, puisque c'est une des raisons, ça c'est clair, du dérapage budgétaire ? Le premier point, c'est que Emmanuel Macron a été vendu comme le Mozart de la finance, et au final, c'est le Madoff des finances publiques, et je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous menez en place une politique économique, il faut comparer les zones économiques de croissance. Quand vous comparez la croissance, par exemple, de la zone euro et des États-Unis, nous sommes actuellement à 1% de croissance, voire 0,6 pour la France, et les États-Unis sont à 2,1%. La dette se joue pas en question de valeur nominale, se joue en termes de dette par rapport au PIB. Donc, si votre croissance est inférieure à l'augmentation du taux de la dette, votre augmentation de la dette augmente par rapport au taux de PIB. Donc, ça augmente les taux d'intérêt. Donc, parce que ça augmente la charge de la dette et ça augmente du coup le dérapage des finances publiques. Et pour revenir sur cette question, c'est important. Juste un autre élément de comparaison, William T. La croissance française est un peu moins mauvaise que la croissance allemande, et il n'y a pas eu un quoi qu'il en coûte du même niveau en Allemagne qu'en France. C'est parce que eux, ils ont une question industrielle, ils étaient dépendants du gaz russe. Donc c'était une erreur ou pas ? Non, mais on va y arriver. Sur la question de la croissance économique, est-ce que les mesures ont été faites pour pouvoir permettre de soutenir la croissance économique ? Si sur l'année 2020, ça a permis notamment de stabiliser, d'enrayer la chute du PIB, ça n'a pas permis de faire repartir la croissance économique parce qu'on n'a pas eu un plan de relance, et un plan de relance notamment précis qui permet de sauvegarder. Donc il fallait dépenser plus. Non, fallait pas justement, fallait réformer l'État pour pouvoir relancer notre activité économique, parce que lorsque vous comparez les différentes crises économiques que nous avons connues, 2008 et actuellement 2020, vous avez à peu près le même système. Ça veut dire que la France, via son système de ce qu'on appelle les amortisseurs automatiques, merci, et ben vous avez fait en sorte que le taux de PIB baisse moins que dans les autres pays. Par contre, on arrive moins à redresser la barre, à la différence des autres pays. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir relancer des réformes économiques qui sont structurelles, basées sur 3 éléments. Le premier, c'est la réforme du marché de l'emploi. C'est ce que fait Gerhard Schröder en Allemagne pour faire en sorte d'atteindre un taux d'emploi maximal, et pour faire en sorte de ne pas payer des dépenses d'assurance chômage. C'est ce que Gabriel Attal propose. On va y arriver. Le deuxième point, c'est de réformer le niveau de dépenses sociales, parce que le niveau de dépenses sociales en France est de 10% supérieur à la moyenne de la zone euro. Ça veut dire qu'il y a 200 milliards d'euros de plus qui sont dépensés en France par rapport aux autres pays. Ces 200 milliards d'euros, ça permettrait de financer l'éducation nationale, la santé et éventuellement la charge de la dette par le ministère de l'Intérieur. Le troisième point qui est le plus important, c'est de faire en sorte de pouvoir réindustrialiser le pays, parce qu'on a vu que les pays qui ont mieux tenu le choc du Covid et qui ont mieux tenu les zones d'inflation sont des pays qui étaient producteurs, parce que comme ils produisent sur leur propre pays, ils n'étaient pas dépendants des pays extérieurs notamment, et donc du coup de l'augmentation du décalage entre l'offre et la demande. Ça, c'est aussi un vœu pieux, parce que beaucoup de représentants politiques nous parlent de réindustrialisation. On va finir par vous mettre d'accord malgré tout sur les solutions, Shannon Sebon ? Non, mais moi quand j'entends le discours de Mieux se taille, c'est un petit peu les yaka faucons. Vous savez, c'est extrêmement confortable d'être dans l'opposition, mais c'est beaucoup plus difficile d'être aux responsabilités. C'est beaucoup plus difficile dans la majorité, d'être dans la majorité et de prendre des mesures qui sont courageuses. Moi, je vous le dis encore une fois sans aucune ambiguïté. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui un déficit. Oui, nous avons un objectif pour 2027 qui est de réduire ce déficit et d'atteindre les 3%. Et encore une fois, je vous le dis et je vous le redis avec fierté, nous avons fait le choix au cours des dernières années de protéger les Français, de protéger nos entreprises françaises, parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Et encore une fois, ici, qu'on
ne vienne pas nous reprocher de fermer les yeux sur une réalité, puisqu'on le dit ici sans aucune ambiguïté, nous souhaitons mener des réformes structurelles tout en continuant à protéger notre modèle social que beaucoup par ailleurs nous envient en Europe. Donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de revenir à l'ADN de notre majorité qui, depuis 2017, est une majorité qui souhaite justement transformer le pays tout en protégeant notre modèle social et sans toucher aux impôts. Et aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire. Ça ressemble quand même à la quadrature du cercle, Shannon Seban. William Tay. On peut voir, on a maintenant 7 ans de présidence d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait réformer ce qu'on appelle le modèle actuel français. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'impôts et c'était actuellement ce qu'il avait dit, Cuba sans soleil. On n'a jamais eu un niveau de dépenses publiques qui a été aussi élevé en France. C'est-à-dire que même à l'époque de Mitterrand, même à l'époque de Hollande, on n'a pas eu un niveau de dépenses publiques qui a été aussi élevé. Emmanuel Macron avait promis de ne pas augmenter les impôts. Le taux de prélèvement obligatoire n'a jamais été aussi élevé en France. Et pourtant, la qualité des services publics n'a jamais été aussi faible. On dit que les enseignants sont bien payés. Les personnels soignants sont moins bien payés. Les policiers sont moins bien payés. Il manque du personnel soignant dans tout. Il manque des policiers, il manque des pompiers, il manque des effectifs, notamment des services publics dans ce qu'on appelle les territoires ruraux. Il manque des services publics dans les territoires de France périphérique. C'est pour ça qu'il y a eu la révolte des Gilets jaunes, c'est pour ça qu'il y a eu la révolte des agriculteurs. Donc il manque de tout et pourtant l'État n'a jamais autant dépensé, n'a jamais autant prélevé. Donc ça pose une véritable question. Est-ce qu'on pourra réformer cet État avec des réformes qui soient concrètes? Moi je pense notamment à une réforme qui est précise, qui a été proposée par l'époque par des conseillers de Macron qui s'appelle Pisani-Ferry, Action publique 2022. Si je peux juste me permettre de répondre, est-ce qu'Emmanuel Macron a permis de réformer notamment le nombre de contractuels, le nombre de fonctionnaires? Il faut quand même rappeler qu'en France, on souffre d'un excès de socialisme dans la mesure où entre 80 et 2018, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 41%, alors que la population générale a augmenté de 18%. Moi j'entends votre cours la conclusion ici. Pour Shannon Seban. J'entends ici votre cours, effectivement, vous avez beaucoup de bonnes idées. On voit bien que vous êtes un président de think tank. Maintenant, entre la réalité du think tank et la réalité du terrain, il y a un monde, j'ai envie de vous dire. Maintenant, vous le rappeliez à très juste titre, le niveau de dépenses publiques, il a augmenté en 20 ans. Et entre 2020 et 2023, il a presque doublé puisqu'on est passé aujourd'hui de 760 milliards d'euros de dépenses publiques à 1600 milliards d'euros aujourd'hui de dépenses publiques. Et justement, ce que nous souhaitons face à cela, c'est de donner des chiffres, de donner la réalité du terrain et de recentrer aujourd'hui nos dépenses publiques sur des priorités que sont l'éducation, la santé, la sécurité et de tenir aujourd'hui un discours de vérité pour agir collectivement et ensemble pour faire baisser ce niveau de déficit qui atteint aujourd'hui les 5,5% du PIB. C'est possible en tout cas, mais on sera amené à en débattre à nouveau avec vous deux, pourquoi pas. William Tay, merci beaucoup, président du think tank Le Millénaire. Merci à vous également, Shannon Seban, présidente du parti Renaissance en Seine-Saint-Denis.